Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis. Bienvenue mardi 28 juillet 2026. J'espère que vous avez la patate et que vous passez de bonnes vacances en cette dernière semaine du mois de juillet qui pourrait conclure une reprise qui a commencé précisément le mercredi 1er juillet à 57 750 dollars. Semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux alors que Bitcoin semble de manière incroyable, toujours étonnante, mais finalement qui nous arrange bien et cela fait notre affaire pour le temps long, semble toujours respecter parfaitement ces schémas cycliques et même ces schémas de saisonnalité et voire même pourquoi pas reproduire des schémas, des formes, des structures, des timings des précédents bear market car oui, effectivement, de manière très étonnante, en lien par exemple avec le positionnement vis-à-vis de certains indicateurs de tendance, semble s'inscrire précisément dans ce que fut le timing de l'été 2022, à l'époque où la reprise avait duré jusqu'à 10-13 août 2022, avant d'avoir le fameux dernier drop et de conclure ce bear market, cette dernière étape dans laquelle nous sommes déjà de toute façon. Reste à savoir s'il manque ce fameux dernier drop ou pas. Et moi, je pense toujours, pour derrière avoir cette visibilité, ce cap des 3 ans de tendance bullish. Alors, je vous le dis tout de suite, le prochain grand marché bullish qui doit durer 3 ans, si ce cycle continue de se répéter, heu, il y aura des périodes de correction toujours, hein. C'est pas une hausse en ligne droite, enfin ça vous savez très bien, je vous apprends rien. Bon, alors, bah, écoutez, on fait le point donc, bien sûr, toujours pareil, semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux, donc la géopolitique comme d'habitude, ça c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, ça change tout le temps. La Fed, décision de politique monétaire cette semaine, statu quo espéré, attendu. Statu quo, pour le coup, vraiment espéré à la rentrée, c'est pas gagné, on verra bien comment Kevin Warsh se positionne. Juste après la fête cette semaine, inflation US, PCE, après les bons chiffres du CPI de juin, nous voulons un bon PCE. Nous voulons avoir la démonstration que la hausse du prix du pétrole ne bouleverse pas l'inflation profonde. Cette semaine, 4 GAFAM, 4 GAFAM publient leurs résultats trimestriels. Ça aussi, ce sera du lourd. La Fed, le T2, l'inflation, les résultats, les GAFAM, la géopolitique. Nous n'allons pas nous ennuyer. Première partie, je vous parle de la Fed. Deuxième partie, de l'inflation. Troisième partie, du marché action américain, du S&P 500. Bien sûr, de la tech US, des semi-conducteurs, car tout ça impacte quand même les actifs risqués en bourse. Cinquième partie, un gros point technico-cyclique, globalo, tout ce que vous voulez, sur le cours du Bitcoin, sur tous les horizons de temps à nouveau, parce que nous allons arriver dans ce mois d'août qui, vous allez le voir, mes vidéos, elles sont publiques. Vous savez bien que j'efface jamais rien. Donc, les conneries que je dis, on peut les mettre en avant quand j'ai raison aussi. Et je vous le dis, rappelez-vous, je vous avais dit juillet serait un bon mois. Bah, mine de rien, hein, on a fait de 58K à 67K. Ce que je vous dis, c'est que le mois d'août verra à nouveau un moment de faiblesse. Je ne peux pas être plus précis que ça. Je ne peux pas vous dire est-ce qu'on fera un nouveau plus bas, même si je pense qu'à un moment ou un autre, il faut aller chatouiller sous les 57K une dernière fois. Est-ce que ce sera en août, en septembre? Août verra un moment de faiblesse. Août devrait voir donc l'aboutissement de cette reprise qui a commencé le 1er juillet. Si on répète le schéma, à la fois cyclique et contrôle C, contrôle V de l'ancien bear market, ce serait plutôt autour du 10 août. Autour du 10. On verra. Peut-être un peu avant, un peu après, on verra. Bon, enfin voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, une partie sur les alts, et je traite notamment d'un point de vue technique, les jetons que vous me demandez dans la section des commentaires. Et donc, je prends les deux qui sont le plus demandés. Cette semaine, les deux les plus demandés pardon, sont la crypto SUI et la crypto INJ. Et donc, je vais vous en parler sur le plan technique, ainsi que, comme d'habitude, un mot sur le fidèle second qu'est ETH. Bienvenue, nouvelle édition du CTB. Attendez, je me coiffe la barbe et on y va. Voilà. Impeccable, je pense qu'on est impeccable. Alors donc oui, prudence en août, prudence en août, prudence en août. Ça, c'est un graphique que je vais vous montrer tout à l'heure lorsqu'on va arriver sur la partie, analyse cyclique Bitcoin. Il aligne les cycles en tenant compte du nombre de jours depuis l'ancien halving sur une base 100.
Alors c'est intéressant de noter que là, la bottomisation qu'on fait entre 50 et 60, je dis entre 50 et 60 parce qu'on a fait 57,5 au plus bas, et je pense que, vous le savez, hein, d'ici fin septembre, on reviendra tester cette zone. En fait, on est exactement à peu près, à peu de choses près, au prix du dernier halving. Alors on est les cycles sont de plus en plus faibles, mais ce qui compte, c'est que regardez, entre la zone de bottomisation, c'est entre 775 jours et 900 jours après le halving. Et on est à 830. Alors, le premier, c'était 777. Celui du milieu, il avait fait son bottom à 880. Et le dernier cycle, alors il y a le drop de FTX, est-ce que ça compte vraiment? Il l'a fait à 900, mais la bottomisation, vous voyez, avait commencé entre 780 et 900. Et en fait, bah là, on est à 830. Enfin, on est en fait vous voyez bien, on est dans la bottomisation avant que ça reparte ensuite, quoi. Bon, enfin, ça, on va voir ça plus tard. Alors, je commence quand même par Réserve fédérale des États-Unis du 29 juillet. Le statu quo est-il confirmé? Ben écoutez, c'est pas garanti du tout. Lorsque vous regardez, alors c'est demain, c'est mercredi 29 juillet. Il y a quand même, il y a 4 chances sur 10 d'une hausse de taux dès demain. Alors, c'est quand même peu probable parce que il y a les chiffres de l'inflation de juin vont apporter un peu d'air. Le dernier rapport sur l'emploi était pas top. Mais vous savez, c'est pas Kevin Warsh qui décide. Rappelez-vous, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, il y a 12 membres qui votent, 12 membres votants au sein du FOMC, cet organe qui décide de la politique monétaire de la Fed. Il suffit qu'il y ait. Alors, Kevin Warsh imprime une décision, mais il pourrait y avoir des votes dissidents en faveur d'une hausse de taux. Alors, moi, j'y crois pas. Le dernier rapport CPI, l'inflation CPI, la version sous-jacente a droppé en juin de 2,9 à 2,6. Donc au final, la tendance reste quand même basse, hein, la tendance de l'inflation sous-jacente US selon le CPI, parce qu'en fait, pour le moment, ce que montrent les données, c'est que la hausse du prix du pétrole ne se transmet pas à comment dire, à l'inflation profonde américaine. Donc là, selon l'outil CME Fed Watch Tool, basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, la probabilité d'une hausse de taux demain est de 37%, la statu quo 62%, donc logiquement c'est le statu quo. Il faudrait vraiment beaucoup de dissidence pour que ça passe demain une hausse de taux. Le vrai sujet sera celui de la rentrée, et ça va dépendre des chiffres du prochain PCE, du prochain CPI et de l'évolution du prix du pétrole. D'ailleurs, cette semaine, vous avez l'inflation PCE. Donc cette semaine, décision de politique monétaire de la Fed. Il n'y aura pas de mise à jour des projections macroéconomiques, mais vous aurez comme d'habitude un communiqué de presse que Kevin Warsh va écrire lui-même, et il est très différent de Jérôme Powell dans son approche, et une conférence de presse. C'est le ton fort fondamental de la semaine, à un moment où eh bien, d'autres banques centrales ont relevé les taux pour lutter contre la hausse du prix du pétrole. Ce fut le cas de la BCE qui l'a fait une fois, donc il y a quelques semaines, et qui l'a pas refait récemment, alors que elle, la Fed, elle est en statu quo, et c'est la courbe bleue, le taux de la Fed. Et voilà, et le marché espère que la Fed va justement maintenir ce statu quo. Le marché, lui, considère qu'il ne faut pas maintenir le statu quo, puisque vous avez ici le taux d'intérêt à 2 ans de l'économie américaine, qui est un taux obligataire du marché, qui est nettement au-dessus du taux de la Fed. Et lorsque ce 2 ans américain qui est à 4,30 contre 3,75 pour le taux de la Fed, lorsqu'il est au-dessus, c'est le marché qui dit que les fondamentaux nécessiteraient une hausse de taux. Mais voilà, ce taux peut rebaisser. Mais en tout cas, là, la Fed a la pression, pas encore massive. C'est sûr que si en septembre, on a un 2 ans américain qui est toujours dans cette zone, il n'y aura pas le choix. Par rapport à la crédibilité de la Fed, elle devra faire quelque chose. Alors, la Fed, elle, regarde le prix du pétrole, le prix du gallon aux États-Unis. Si je dis pas de bêtises, le gallon, c'est 3,78 litres. Il est actuellement autour des 4 dollars. Il y a un an, il était à 3 dollars. Si vous voulez, un prix normal. Alors, c'est le prix moyen du gallon aux États-Unis. Ça varie les États, mais la moyenne actuelle du gallon aux States, c'est 4 dollars. Le prix du monde normal, c'est autour de 3 dollars, voire même sous 3 dollars. Donc vous voyez que là, il y a un problème. La Fed regarde ça parce que ça impacte directement l'inflation nominale, l'inflation pour le consommateur américain, et puis et c'est ce que regarde donc c'est une des composantes de l'inflation que regarde la Fed, sachant que ça n'impacte pas pour le moment l'inflation sous-jacente qui elle a reculé, alors en version CPI, pas en version PCE. Donc là, vous avez la version temps réel du prix du gallon aux États-Unis, selon Trueflation, qui est à 4,18 dollars. Donc il y a un sujet, effectivement, même Kevin Warsh l'a dit, hein,
Si le prix du pétrole devait se maintenir tout l'été et arriver même à l'été autour des 4 $, je vous remontre ici cette cartographie que je vous ai montrée à plusieurs reprises, bien, il y aura peut-être à un moment ou à un autre pas le choix. Donc là, le prix du pétrole a reculé depuis quelques séances parce que les négociations semblent reprendre. Il y a quand même quelques bateaux qui passent à travers le détroit d'Ormuz, etc. Bon, rien n'est encore sûr, mais voilà. Je ne commente pas l'actualité géopolitique parce que l'information change toutes les heures. Mais nous sommes toujours en zone d'alerte rouge technique. Nous avons nous sommes entrés la semaine dernière, enfin, nous, le prix du pétrole brut US, il est entré dans la zone de forte pression inflationniste. Il a reculé, vous voyez, il est là, en temps réel, il est ici. Donc on est dans cet entre-deux, en attendant d'en savoir davantage sur la situation, géopolitique et et cette dernière donc peut évoluer. Donc voilà, c'est un peu le alors l'inflation profonde, elle reste stable. C'est là où en fait où la situation est un peu difficile pour la fête de Kevin Warsh, c'est qu'il y a des pressions sur l'inflation nominale liée au prix du pétrole qui était retombée, qui est remontée, qui retombe. Bon, en même temps, l'inflation profonde, elle, n'est pas impactée pour le moment. Les chiffres de juin ont été bons et moi, je suis persuadé que Kevin Warsh, là, il a dit que lui, il faisait pas de prospective, qu'il regardait les chiffres. Les derniers chiffres étaient des chiffres d'apaisement, en tout cas pour le CPI et pour le PPI, les prix à la production. Alors, le PCE, malheureusement, il ne l'a pas à sa disposition parce que le PCE, qui a quand même pas mal remonté depuis le début de l'année, c'est ce qu'il regarde, le PCE Core, 3,40, il est publié ce jeudi. Alors ça va être peut-être même encore plus important que la fête de ce 29 juillet. Il va falloir regarder l'inflation PCE de ce 30 juillet. Pourquoi? Parce que le CPI Core a reculé en juin. Vous me suivez toujours, hein. Le CPI Core a reculé en juin. Ce qu'on veut voir, c'est un recul aussi du PCE Core. Parce que là, c'est la vraie inflation US. C'est celle qui est basée sur les données comptables. Le PCE Core, c'est la version sous-jacente de l'indice des prix PCE qui ne tient pas compte du pétrole. Ça permet de voir s'il y a une contamination à l'économie plus profonde. Alors attention, ça c'était la vague inflationniste post-Covid. Vous voyez que c'est gentil, c'est très mignonnet pour l'instant ce qu'on fait, c'est très mignonnet. Il ne faut pas s'exciter, il y a pas de seconde vague d'inflation. Voilà, bien sûr que si le pétrole passe encore 6 mois au-dessus des 100 pour un autre c'est mathématique, hein, on s'en mange une. Et voilà, donc voilà, ce sont les choses. Alors et je pense que mon avis, si vous voulez, c'est que c'est la dernière chance. Ce mois de juillet, cette décision politique du mois de juillet devrait avoir un statu quo. Mais ce que va dire Kevin Warsh, ça va être le message qu'il va dire à tout le monde, même s'il n'a pas envie de monter les taux, il va dire que s'il n'y a pas un vrai apaisement géopolitique sur le prix du pétrole d'ici septembre, et bien sûr les prochains CPI et les prochains PCE, prochains PPI et prochains NFP, si les chiffres ne l'autorisent pas à garder le statu quo en septembre, il ne gardera pas. Alors, il y a une autre hypothèse, qui est celle des élections de mi-mandat, les fameux midterms du mardi 3 novembre prochain. Et beaucoup pensent, au sein de la haute finance, qu'il n'y aura pas de hausse de taux avant les midterms, pour pas entrer en conflit direct avec la Maison Blanche, parce que bah là ils savonnent les pieds, ils savonnent sous les pieds des républicains en montant les taux lors de la décision de septembre. Il est possible aussi que pour des considérations politiques, il n'y ait pas de hausse de taux avant les midterms. Donc en fait, ça donne une fenêtre, vous voyez, juillet, août, septembre, octobre, de 3 4 mois pour sécuriser la situation géopolitique. S&P 500, point technique, point valo, etc. Alors, le SP 500, il se maintient toujours dans la partie haute, à proximité de son record historique. Il n'est pas loin. Il corrige à court terme là depuis le début du mois de juillet parce que la tech en Asie est sous pression. Mais enfin, elle est sous pression, la tech en Asie. Elle recule parce qu'elle avait beaucoup monté. Je vous montre par exemple le Kospi ici, l'indice de Corée, dans lequel vous avez notamment Samsung et SK Hynix, deux des trois leaders mondiaux de la mémoire vive IA. Et le troisième, c'est Micron. Voilà, moi j'ai toujours attendu ce retour à la moyenne mobile à 200 jours. Là, ça devrait stabiliser. Alors ça corrige parce que ça a beaucoup monté, parce que ça retrace, parce que c'est des prises de profit, parce qu'il y a de la concurrence chinoise, parce que plein de trucs, tout ce que vous voulez. C'est un tracement. Ça finira par stabiliser, repartir comme d'habitude. Alors, étonnamment, le SP 500 résiste plutôt pas mal. On voit qu'il est dans sa zone haute. Là, il est en train de tester le Kumo Daily du système Ishimoku. Worst case scénario, on revient ici sur les 7200 points avant de repartir. Il n'y a pas d'alerte moyen-long terme
tant qu'on est au-dessus des 7100 points. Sur les graphiques de long terme, il n'y a pas d'alerte sur la tendance de fond tant qu'on est au-dessus des 7100 points. Après, effectivement, il y a des éléments un peu plus de pression, notamment, donc, je vous montre ici la part du cash chez les gérants, qui est en juillet tombée à 3,6%. Et si vous voulez, en fait, les gérants, eux, soit ils ont du cash, des actions, des obligations. Lorsque la part du cash est extrêmement basse, on voit qu'elle est sur un niveau bas, historiquement bas, bah, il n'y a plus de cash disponible pour se déverser sur les actions et les obligations. Et c'est souvent à ce moment-là que peut intervenir un top de marché important. Donc il y a aussi ça, il y a bien sûr ces histoires d'allocation là qui freinent un peu le marché. Il y a bien sûr les tops, vous le savez, les tops se construisent toujours dans l'euphorie et les bottoms dans la peur. Et nous sommes dans une phase d'euphorie, mais on peut y rester longtemps. Voilà. Alors, essentiellement parce que les semi-conducteurs ont monté à balle, etc. Mais voilà, donc il y a quand même des éléments de prudence là sur le marché action. Tout à l'heure, je vais vous parler de saisonnalité. Vous savez que le mois d'août, c'est un des mois les plus mauvais pour Bitcoin, vous le savez, alors que juillet était un bon mois et on a respecté la saisonnalité. Pour le marché action, c'est plus ou moins pareil. La saisonnalité du mois d'août n'est pas exceptionnelle. En termes de valorisation, le SP500, son PE forward, on est toujours à la moyenne des 5 dernières années, donc il est loin de son record, donc il y a encore de l'upside. Même en termes de PE de Shiller, si vous prenez le PE de Shiller du S&P 500, le PE de Shiller du S&P 500, où est-ce que je l'ai calé? Voilà, il est là. Vous avez là le PE de Shiller du S&P 500. Donc, c'est la valorisation du S&P 500 en tenant compte des bénéfices des 10 dernières années, retraités de l'inflation. Donc, ce sont les bénéfices réels, c'est pas du bullshit, c'est pas de l'anticipé. On voit que le record de 1999 est là, en version classique, en version normalisée. On voit qu'il reste encore un peu d'upside. Donc, le cadre moyen-long terme, du S&P 500 n'est pas menacé. Par contre, là, il y a de la pression à court terme, parce qu'il y a la fête qui arrive, parce que l'Asie, il y a toujours des prises de profit depuis quelques semaines sur le secteur des semi-conducteurs, parce que ça a beaucoup monté, mais les choses sont parfaitement bien construites. Les corrections court terme, les corrections, lorsqu'elles ont lieu sur le S&P 500, concernent pour l'instant le cadre court terme, c'est-à-dire quelques semaines, quelques séances à quelques semaines. La tendance de fond, celle qui s'imprime sur les mois qui passent, elle reste bullish. Et moi, ma conviction, c'est que cette correction court terme sur le S&P 500 se terminera. Au pire, revenir chercher ce support avant de repartir. Cette semaine, j'arrive sur Bitcoin, j'accélère. Cette semaine, vous avez beaucoup de choses. Je vous le disais en introduction. Vous avez notamment, donc vous l'avez compris, la géopolitique, on a pigé. La Fed, la Fed mercredi, l'inflation PCE jeudi et les résultats des GAFAM. Alors, pas des semi-conducteurs. Par exemple, alors Nvidia a déjà publié, AMD, c'est la semaine prochaine. Mais cette semaine, vous avez mercredi 29 juillet, Microsoft Meta qui publie. Donc on est sur deux des GAFAM. Jeudi 30, vous avez Apple et Amazon. Voilà, quatre GAFAM qui publient cette semaine et ça publie mercredi, jeudi. Donc pour résumer, mercredi, jeudi, quatre GAFAM qui publient, la Fed et l'inflation PCE. Voilà. Donc, on sera en mesure. Alors, ça va être intéressant de voir justement à quoi va ressembler la clôture technique hebdomadaire de cette semaine, à un moment où effectivement la tech eh bien, ici selon le PE de Schiller, est proche de son record en termes de valorisation, pas selon le PE classique, mais la tech a atteint une telle valorisation. Là, vous avez par exemple le PE forward des semi-conducteurs. Alors, à part Micron qui est vraiment pas cher, et c'est pourquoi moi, pour moi, lorsque Micron corrige de quelques semaines, c'est une opportunité, tellement son PE forward est faible. Il y en a d'autres, mais voilà. Vous avez par exemple AMD qui est sur un PE forward de 37, là c'est beaucoup. Donc par rapport à des PE forward comme ça qui dépassent 30, alors Intel qui est à 60, il n'y a pas tellement de droit à l'erreur sur les résultats. Mais bon, ces entreprises ne publient pas cette semaine. C'était juste comme ça, à titre indicatif que je vous les montre. Donc plus que jamais, ces résultats seront importants à suivre. Et la tech et le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis, le secteur, non, mais là, le secteur tech, je vais vous le montrer tout de suite. Le secteur tech et l'indice des semi-conducteurs. J'ai tellement de trucs dans tous les sens. Voilà, le secteur tech, lui, regardez, sa construction technique, il n'y a pas de stress, hein. Impulsion, range, là, on est dans une espèce de range depuis le début du mois de juin. Ça finira par repartir.
Le SOX, lui, est pareil dans un retracement assez bien construit, très progressif, et ça finira aussi par repartir dans le sens de la tendance haussière. Bitcoin, le cycle domine tout. Effectivement, Bitcoin, le cycle domine tout, et c'en est même étonnant. Nous sommes là quasiment. Alors, les bear markets ne se ressemblent pas tous, vous le savez, je les compare assez souvent, mais là, on peut quand même être très étonné de la façon dont on reproduit à peu de choses près l'ancien bear market. Et regardez bien, l'ancien bear market 2022, fin juillet, début août 2022, on était, regardez, moyenne mobile à 200 semaines, avant le dernier drop. Et là, incroyable. Fin juillet, début août 2026, moyenne, regardez, elle est là en bleu, moyenne mobile à 200 semaines, moyenne mobile à 200 semaines. Moyenne mobile à 200 semaines, juillet 2026. Moyenne mobile à 200 semaines, juillet 2022. Alors moi, vous connaissez, j'ai plein d'autres outils qui me disent que on allait avoir une reprise de juillet avant un dernier drop. Mais là, celui-là, je ne l'avais même pas vu. En fait, en plus de tous ces outils dont je vous parle ces dernières semaines, alors on fait pareil que l'ancien bear market. On est au même endroit. Moi, j'anticipe pareil, donc toujours ce dernier drop. Donc, c'est intéressant de noter là, sur l'ancien bear market, c'était autour du 10 août, on a terminé, puis on a fait le dernier drop avant de repartir pour 3 ans de hausse. Moi, je reste sur ce scénario-là. En plus, non seulement on est au même endroit, même prix, même moment, et on a la même div. Sauf que là, la div, comme je vous l'ai dit, elle va être un peu plus complexe. Il manque un dernier bottom, il manque un dernier creux de div, comme ici, on avait eu le dernier creux de div. Ça va arriver. Mon plan, en fait, suit complètement parfaitement. Je me jette pas des fleurs, hein. Je suis pas du tout là pour ça. On s'en fout. On dit pour le moment, mon plan suit son cours. Donc voilà, c'est un guide, si vous voulez, c'est un guide de comportement des cours. Alors là, cette moyenne mobile à 200 semaines, elle est là en daily. Là, sur le graphique weekly, je l'ai reporté en daily. On voit que pour l'instant, le marché s'y accroche. L'incertitude que j'ai, c'est a-t-on déjà fait là? Alors, moi, j'essaie d'être le plus précis possible. Il y a quand même des limites à la boule de cristal. Je vous donne des zones, des périodes, etc., un schéma global. Je vais à un moment ou à un autre avoir des limites à vous dire, est-ce que vraiment, alors est-ce que là on a fait le top, ça y est, est-ce que c'est déjà fait depuis le 23 juillet et qu'on est parti pour le dernier drop, ou est-ce que il faut qu'on fasse une dernière poussée jusqu'à 10 août avant de faire là je peux pas vous dire, je peux pas les poser sur la table et vous dire, oui c'est sûr, on va faire la dernière poussée jusqu'au 10 août avant de redrop, ou non, en fait on est déjà parti. Tout ce que je sais, c'est que j'attendais un top de reprise quelque part entre fin juillet et début août, avant le dernier drop final. Donc là, on est entré dans ma fenêtre. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Alors ensuite, j'ai bien sûr des choses qui vont m'aider. Typiquement, si le marché, je vais reprendre le graphique court terme, je vais reprendre où je l'avais mis quelque part, je l'avais mis ailleurs. Là. On va reprendre le graphique intraday du BTC, bon, le H4, parce que je l'avais calé, le H4, je l'ai mis quelque part, mais voilà, je prends le graphique H4, voilà, avec le MTF Ishimoku. Voilà, si on ressort par le bas du Kumo, si on casse à nouveau les 61K, oui, là, j'ai la confirmation que ça y est, on part en dernier drop. Je vais vous le remontrer ici. J'ajoute ici le Kumo. Voilà, voilà, on est là, voilà. Donc, voilà. Donc, si on recache le Kumo, bah ça y est, oui, on a déjà fait le top vers le 22 juillet et on est parti pour le fameux dernier drop. La dernière chasse sous les 57,5, toute dernière, et où là où je vais avoir mes signaux de bottomisation, j'arrive, ou au contraire, on va être capable de se reprendre par là, faire une petite poussée court terme jusqu'à 10 août et refaire ensuite le dernier drop, on verra. En tout cas, si on répète, on ne fait pas copier-coller, l'ancien bear, lui, il avait poussé jusqu'à 10 août avant de faire le dernier bottom. Moi, ce que je sais, c'est qu'on va faire un dernier bottom quelque part en août-septembre. Voilà, je ne veux pas être plus précis, pas pour le moment. Voilà, mais là, je trouve ça complètement passionnant, le fait que on est au même endroit, au même moment. On est fin juillet, SMA 200 semaines, fin juillet, SMA 200 semaines, dans une structure qui se ressemble à un point. Bon, assez étonnant tout ça. Alors, nous sommes à 295 jours de bear market, donc à 81% de la durée moyenne. Les choses suivent leur cours et c'est très bien, c'est très cool.
Souvenez-vous, hein, si vous étiez avec moi, vous suivez mes vidéos depuis quelques mois, bah, on est quand même plus à l'aise maintenant que quand on n'était que là, qu'à 20, 30, 40 jours de berre. On a fait une bonne partie du chemin, les choses se sont construites comme à peu près attendu. Voilà, mais il doit probablement manquer le dernier truc, le dernier drop, vous voyez, qui va se faire dans cette petite fenêtre de tir. Cette petite fenêtre de tir, en fait, ce sont les 2 prochains mois. Ici, j'aligne les cycles donc en tenant compte du jour depuis l'ancien halving, en normalisant les cycles, en les alignant sur une base 100. Nous sommes, nous, ici en vert, et on voit bien que les 3 cycles précédents ont fait leur bottom final entre 775 jours après le halving et 900. Retenez, entre 775 et 900. Et nous sommes à 830. Donc peut-être que c'est déjà fait, ou peut-être que... Alors moi, je tiens compte plutôt des 2 derniers, et les 2 derniers l'ont fait entre 888 et 912. 888 et 912. Et on est à 830. Donc, bah, voilà, ça donne 2 mois. Donc, bah oui, voilà, toujours pareil, hein, ça fait fin septembre, quoi. Donc, mais peut-être qu'on fera un peu avant, un peu après, voilà. En tout cas, ouais, vous voyez bien que ça, c'est la grosse zone de bottomisation. Nous, on est là, et qu'après, on repart. Là, c'est en alignant les cycles depuis l'ancien halving, mais je peux aligner les cycles par rapport au prochain halving. Je vous l'ai déjà montré. Pareil, ça donne 2 mois. Ça donne 2 mois. Je vous remonte ce fameux Sharp ratio qui me dit que pour moi, le bottom, c'est quand on passe sous moins 1,5 et qu'on repasse au-dessus. On y est presque, on n'y est pas encore. On est tombé à un moins 39. Le dernier bottom, c'est quand on passera sous moins 1,5 et qu'on repassera au-dessus. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est bien mignon tout ça, mais ça veut dire quoi pour Bitcoin repasser sous moins 1,5 de Sharp? Eh bien, repasser sous moins 1,5 de Sharp, ça veut dire repasser une dernière fois sous les 60K. Passer ici sous moins 1,5, c'est passer sous les 60K. Donc mon idée, c'est qu'on va repasser sous moins 1,5. Et en fait, la fin du bear, c'est qu'on va commencer à se retourner à la hausse, après de passer sous moins 1,5. Donc ce sera peut-être 54, 55K, un truc comme ça. Voilà. Ça va arriver. Ça va arriver quelque part entre 1er août et 30 septembre. Et ce sera fini. Voilà, et puis donc, bah, on va faire exactement comme la fin des anciens bears. On va aller faire de la couleur verte par ici pour la fameuse phase de bottomisation finale avant de repartir. Voilà, vous connaissez la musique. Bon, et bien voilà, et je termine par un mot sur 2 alts que vous m'avez demandé. Alors, sur ETH, j'ai rien de spécial à ajouter de plus que là aussi, on fait comme l'ancien bear market. Juin 2022 avait été le bottom. Il est possible que juin 2026 le soit aussi. Mais vous voyez qu'il y avait eu sur août-septembre un retracement. Donc, si Bitcoin fait son dernier drop, il y aura aussi ici un retracement de TH avant de repartir. Vous voyez, donc là, on est à peu près ici. Là, c'est, regardez, juin 2022, juin 2026. Vous voyez qu'on a en plus les 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, juin 2022. 1, 2, 3, juin 2026. Donc là, on est entré dans le pâté de bottomisation, hein, qui va durer 3-4 mois. On est entré dans le pâté de bottomisation. On peut revenir là, on peut revenir là, on peut revenir là. Et ça repartira. Et puis voilà, ce sera fini. Et donc, vous m'avez demandé 2 alts. Vous m'avez demandé INJ et SWI. Alors, SWI. Donc là, je vous montre les alts, non pas en dollars USDT, mais en market cap. Hein, voilà, comme ça permet de voir la vraie valeur du jeton par rapport à la tokenomics. Donc, sur SWI, regardez, c'est intéressant, sur SWI, la base de bottomisation, c'était entre 1 milliard et 2 milliards 7 de market cap. Et là, vous voyez, on est pile poil au-dessus de la base. Alors là, on a une espèce de structure en wedge, ok, c'est vrai, on peut dire que ça peut être une structure, mais le biseau peut continuer de se construire. Donc, moi, je ne crois pas dans un scénario où on aille rechercher le plus bas ici, hein, parce que là, pour le coup, ce serait vraiment beaucoup plus bas. Mais je pense qu'on peut continuer à construire cette espèce de structure, probablement rentrer un peu dans la zone bleue ici, et finir par repartir. En tout cas, on est entré dans une espèce de bottomisation, mais c'est une bottomisation descendante, et pour l'instant, rien n'indique qu'on soit sorti de cette pattern. Mais c'est une compression de bottom. Et par ici, je pense que SWI trouvera un bottom. INJ, alors INJ, je pense que ça fait partie de ces jetons qui ont déjà fait leur point bas. INJ a parfaitement pris la mèche du 10 octobre dernier.
c'était ultra propre. Le bottom a été fait en février-mars dernier. Nous sommes repassés au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se retourner. Alors, je pense que cette zone-là, vous voyez, cette zone ici des 405 millions de dollars est une zone en fait d'intérêt. En tout cas, revenir sur la moyenne mobile à 200 jours, revenir tester la moyenne mobile à 200 jours, me semble être une bonne opportunité pour se placer. On a ici une jambe 1 de reprise. Et là, le marché est en train de construire une jambe 2. Alors peut-être qu'il va falloir aller passer une dernière fois sous ce bottom. Mais nous sommes dans une vague 2 après avoir imprimé ici une première jambe. Donc ma conviction sur ING, c'est que le bottom a été fait. Et que ce qui est intéressant d'exploiter, c'est les retracements de cette première jambe de hausse. Si c'est une vague 2, il va falloir chercher entre le 50 et le 61,8 de retracement. Entre le 50 et le 61,8 de retracement, voilà, incroyable, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ça, c'est entre là et là, donc c'est bien revenir sur la SMA 200 et sur cette mèche-là. Donc, et là, ce sera intéressant de se placer pour repartir. Mais là, je pense que INJ, le bottom de février-mars, est déjà donc son bottom cyclique. Merci à toutes et à tous de votre attention et bonne semaine ultra chargée sur le plan des fondamentaux.